Bonjour Nathalie. Bonjour. Bienvenue dans Point d'écoute, le podcast du Bota Bota. On est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. C'est vraiment une très belle surprise de t'avoir. Donc merci d'avoir accepté de participer à ce beau projet. Aujourd'hui, on va parler de choses très excitantes. On va parler d'eau. On va parler du Saint-Laurent, qui est au cœur de l'identité du Bota Bota. Et on s'est dit que c'était vraiment tu étais vraiment l'invitée parfaite pour parler de ça. Donc, encore une fois, merci. On va commencer avec une question qui peut paraître très simple, mais qui, je pense, a beaucoup de layers et de choses intéressantes. Est-ce que tu peux me parler un peu de toi ? Qui est Nathalie Lasselin ? Je me le demande qui elle est. En fait, je suis très contente que tu me demandes pas ce que je fais dans la vie, parce que parfois, c'est encore plus difficile de répondre à cette question-là. En fait, je suis originaire du nord de la France, dans une région qui n'a rien à voir avec la mer. Je viens pas de Marseille, malheureusement, ni de la Méditerranée. Je suis vraiment du département du Nord, qu'on appelle les Hauts-de-France maintenant, dans un environnement où j'étais beaucoup plus proche de la forêt. Donc, ma proximité de la nature vient de mon enfance où je prenais mon vélo pour aller chercher la crème le dimanche à la ferme, d'avoir cette relation-là que j'ai toujours gardée, en dépit du fait que j'ai changé de pays, que je sois partie via Paris, via des études en cinéma, pour finalement arriver un jour à devenir quelqu'un qui fait non seulement des films, mais qui explore. Et je pense qu'en fait, je suis avant tout quelqu'un de curieux qui a décidé d'aller chercher des réponses. Peu importe ce que la réponse peut être, mais d'aller répondre à toutes les questions que je pouvais me poser. Je pense que c'est un beau résumé de qui tu peux être. Et je pense que c'est une belle base pour expliquer maintenant ce que tu fais, la question que tu redoutes le plus apparemment. Mais donc tu es exploratrice. Quand j'ai entendu parler de toi et de ton métier, j'ai trouvé ça fantastique que le métier de quelqu'un soit explorateur ou exploratrice. J'ai trouvé ça génial. Et au-delà de ça, bien sûr, tu es cinématographe, c'est ça ? Oui, cinéaste. Ouais. Cinématographe. Ouais. Donc, tu fais des documentaires au sujet de l'eau et de la nature, etc. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer comment quelqu'un devient explorateur ? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier dans ta vie ? En fait, c'est un drôle de cheminement. Je pense que l'exploration s'est vraiment imposée à moi. Quand j'étais jeune, j'étais intriguée par la peinture, l'écriture, le cinéma. Et j'ai étudié en cinéma. Donc, j'ai commencé à l'ONF, à l'Office national du film du Canada, comme projectionniste, à l'époque où c'était encore en film, comme assistante caméraman, comme caméraman. Et puis à faire mes propres projets. Mais à un moment donné, c'est qu'une caméra, c'est comme une vitre. Il y a toujours quelque chose qui nous sépare du sujet qui est devant cette caméra-là. Et en dépit des merveilleux projets sur lesquels je travaillais, il me manquait quelque chose. Alors, plus tard, je suis tombée dans l'eau. J'ai commencé à faire la plongée sous-marine. C'est arrivé assez tardivement dans ma vie. Et la journée où j'ai mis les yeux sous l'eau, là, j'ai compris que c'était un environnement dans lequel je pouvais explorer dans tous les sens. Aussi bien comprendre cette nature-là que comprendre comment on pouvait se dépasser pour aller dans certains endroits. Et puis de le faire juste pour moi, je trouvais ça un peu réducteur. Finalement, c'était comme un plaisir solitaire, d'aventure qui ne me satisfaisait pas. Donc j'ai pris en fait toute ma connaissance de la caméra, du cinéma. Et pour moi, c'était important de pouvoir mettre l'exploration au milieu d'un film et de pouvoir le partager avec le plus grand nombre de personnes possible. Donc, c'est vraiment l'exploration, en fait, ça s'impose parce qu'une fois qu'on se pose une question, qu'on a envie d'aller voir un environnement, que finalement, on se rend compte qu'on est capable d'y aller, parce que physiquement, mentalement, la logistique, on fait une première expédition, et là, on devient un peu accro. C'est comme une drogue. Je dirais que c'est un peu comme la drogue du bonheur, ou la drogue de l'insatisfaction, peut-être même aussi parfois. Et chaque exploration nous amène à une autre exploration. Et on veut toujours aller plus loin ou différemment, ou ça amène d'autres questions auxquelles on veut répondre. Alors, moi, je me suis spécialisée vraiment dans ce qui est sous la surface de l'eau. Et en fait, je pense qu'au départ, ça vient simplement du fait que, un petit peu comme un enfant qui voit un rayon de lumière en dessous d'une porte et qui se dit « Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a en arrière de la porte ?» Et on a envie de la pousser. Puis parfois, il y a des portes qu'on ne peut pas pousser. On se dit « Mais est-ce que je suis capable de me glisser en dessous, de trouver une façon pour voir ce qu'il y a en arrière ?» Et puis quand on arrive à ouvrir cette porte-là,
on se rend compte que c'est un monde, en fait, qui était inconnu, qu'on n'avait peut-être jamais vu d'image, dont on n'avait jamais entendu parler. Et puis, on découvre petit à petit. Et on a envie d'aller, dans mon cas, sous terre, sous l'eau. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on n'a pas une visibilité infinie. Donc, on y va vraiment étape par étape. Parfois, c'est juste une visibilité de quelques pieds. Parfois, on a 100 pieds là, quand on est vraiment dans des eaux, dans certains océans où c'est absolument extraordinaire, ou même dans la faille entre les continents en Islande. On a des conditions extraordinaires, mais la plupart du temps, c'est des conditions qui nous demandent vraiment de poser notre regard et d'y aller étape par étape pour pouvoir découvrir cet environnement-là. Et à ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est que j'explore aussi bien des épaves que des grottes sous terre, que différents environnements qui ne sont pas accessibles ou dont je n'ai pas vu d'image. Comme mon projet actuel, c'est sur le réservoir Manicouagan. Et en fait, une expédition comme celle-là, souvent, ça vient d'une question qui peut être assez de base. Moi, je voyais beaucoup de photos prises par des astronautes de ce qu'on appelle l'œil du Québec, donc le réservoir Manicouagan. Puis je me disais, c'est quand même étrange. Les astronautes adorent prendre en photo ce lieu-là, mais il n'y a aucune photo sous l'eau. Comment ça se fait? Du coup, j'ai fait, je vais y aller. Il faut toujours qu'une personne pose la question, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui pense à ça, puis tu as été cette personne-là en question. Là, je me suis dit, je vais aller voir pourquoi. Et puis, évidemment, quand j'ai mis la tête sous l'eau la première fois au réservoir Manicouagan, comme dans plein d'autres endroits, j'ai fait comme, c'est pour ça. D'accord. Alors, il y avait quoi dedans? C'était noir. Dès qu'on met la tête sous l'eau, c'est rouge, c'est noir, il n'y a pas une visibilité extraordinaire, c'est 5-6 degrés. Là, je dis, OK, je comprends pourquoi ça n'attire pas nécessairement tout le monde. Et quand on arrive dans cet environnement-là, on se dit, oui, OK, c'est une forêt submergée, mais ça ressemble à quoi une forêt submergée? Qu'est-ce que ça représente? Et quand on découvre l'environnement, qui peut être carrément hostile, mais qu'on y va vraiment avec toute l'assurance et la sécurité de la technique de plongée qu'on a appris, parce que c'est vraiment de la plongée engagée. Ce que j'appelle la plongée engagée, c'est quand on va dans des endroits où il fait froid, il y a des conditions qui ne nous permettent pas de remonter directement à la surface, parce qu'on a des obligations de décompression. Et là, on descend, il fait complètement noir. Et on se dit, OK, c'est pas dans l'espace que je suis, c'est dans l'espace intérieur, là. Parce que les particules en suspension, c'est comme des étoiles. Wow. Et là, on promène la lumière, et enfin, on découvre une branche d'arbre, et ensuite l'arbre au complet. Et il est fier, il est droit, comme si rien ne l'avait affecté. Et là, on rentre dans un autre monde. C'est fou. Et je pense que d'aller dans ces endroits-là, on est effectivement dans quelque chose d'un paysage merveilleux, mais ça va au-delà de ça. C'est pas juste voir, c'est vraiment ressentir l'environnement dans lequel on est. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à avoir beaucoup de plaisir, à triper, à aller dans des endroits où on se dit, c'est quoi l'idée d'aller explorer dans cet endroit-là, quoi? Il fait noir, il fait froid, c'est à 1000 km de Montréal, il n'y a rien autour. Mais en fait, il y a toute la base. Je ne sais pas si tu connais l'expression en anglais, quand on dit que le monde est plein de possibilités, on dit « The world is your oyster ». Le monde est ton huître. Ouais. Puis je trouve que dans ce cas-là, c'est très parlant parce que c'est vraiment ça, quoi. Tu peux aller tout découvrir si tu as envie de le faire, quoi. Oui, et puis il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite. Alors très souvent, ce qui est drôle, c'est que, tu sais, même quand on est touriste, on se dit, on aimerait aller dans cette destination exotique, super loin et tout ça. Puis on se dit, mais on ne connaît même pas ce qu'il y a au coin de la rue. Absolument. Puis au coin de la rue, il y a des choses extraordinaires. C'est juste à Montréal, au niveau de l'ornithologie. C'est absolument fantastique. Moi, j'ai hâte que le printemps arrive. Bon, l'hiver, c'est le fun aussi, mais j'ai hâte au printemps parce que la vie va se réveiller. Je vais aller sur le bord du fleuve. Il va y avoir les rats musqués, les castors. Tout le monde va revenir, va se réveiller un petit peu, les oiseaux qui vont arriver. Et c'est fascinant. À Montréal, c'est 73 espèces de poissons qu'il y a dans le fond de l'eau. On se dit, le fleuve, il est vert, il est brun, il est pas beau. Non, il faut ouvrir les yeux. Il faut se nettoyer les yeux. Faire quelques efforts pour aller voir. Et là, on découvre des choses qui sont fascinantes. Absolument. C'est fou. Au Bota Bota, on a beaucoup de faune
très étranges. On a des marmottes qui viennent nous voir. On a eu des ratons laveurs qui sont venus aussi. C'est génial. On a des canards qui font leurs œufs un peu à côté. On a vraiment, quand j'ai commencé à travailler là-bas, je me suis rendu compte à quel point c'était d'être proche du Saint-Laurent. Ça nous apportait tellement de vie autre que des humains. Et je pensais pas, parce qu'on est quand même très proche de la ville, finalement. Ouais. Et en fait, non, il y a une multitude d'animaux, sans parler des poissons, bien sûr, etc. Mais il y a même eu, ça c'est une histoire un peu plus triste, mais je crois qu'une année, il y a eu un phoque qui s'est égaré dans le Saint-Laurent et qu'ils ont vu, et du coup, ils ont dû appeler pour l'aider à se remettre dans le droit chemin. À l'occasion, il y a un phoque, je pense que ça arrive peut-être aux 4-5 ans, là, mais qui vient. Et puis bon, la fameuse baleine qui est venue jusqu'à Montréal. Et apparemment, il y a 100 ans, c'était déjà arrivé. Malheureusement, sur son chemin de retour, elle a fait une rencontre malencontreuse, mais c'est ça aussi la vie. Oui, absolument. Acceptons-le, quoi. Oui. C'est drôle que tu parles de... Donc, une des choses que tu fais, c'est d'aller explorer dans des grottes sous-marines, c'est ça? Ouais. Et j'ai commencé à regarder un documentaire en amont de notre rencontre. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. C'est un documentaire qui s'appelle Rescue. Absolument, oui. J'ai commencé à le regarder. Je ne l'ai pas terminé, malheureusement. Mais alors, moi, je suis quelqu'un qui suis quand même de nature un peu claustrophobe. Alors, je regardais ce documentaire, j'étais pas très bien. Je me suis rendu compte qu'à un moment, je respirais plus. Donc, je me suis dit, il y a un problème. Fascinant. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce documentaire, c'est l'histoire de 13 petits garçons en Thaïlande qui, en fait, se sont retrouvés coincés dans une grotte souterraine sous-marine. Et en fait, il y a plein de gens de partout dans le monde qui se sont... Enfin, surtout en Angleterre, je crois, mais qui sont allés les chercher, les retrouver. Mais c'est des plongeurs, en fait... C'est drôle parce que c'est des gens un peu lambda. Genre, c'est des computer techs, Puis c'est des Anglais un peu bedonnants, un peu drôles, qui, tous chauves, genre, qui se retrouvent là-bas en Thaïlande pour aller sauver ces garçons. Et puis, je pensais à toi en même temps et je me disais, mon Dieu, mais c'est vrai quand tu parles du fait que ce soit sombre sous l'eau et que tu n'as vraiment pas de vision finalement de ce que tu fais. Et c'est drôle de se dire qu'il y a des gens qui se mettent dans des conditions comme ça pour le fun, genre. Oui, mais en fait, c'est drôle parce que ceux qui sont là, je les connais quasiment tous. C'est vrai? Oh, wow. Des explorateurs, ceux qui ont trouvé les garçons, donc Greg Stanton et John Volanton, quand il y a un accident de plongée, c'est les 2 premières personnes qu'on appelle. Wow. Ce sont les plus férus, les plus calmes. Ils sont capables d'aller n'importe où. Si eux ne peuvent pas y aller, il n'y a pas grand monde qui peut y aller. Wow. Et Richard Harris, qu'on appelle Harry, qui est l'anesthésiste, qui a endormi les enfants. Et c'est un explorateur avec qui je suis allée plonger en Australie, en Chine. On a fait des projets ensemble. Et on a tous, je dirais, cette passion-là de cet environnement-là, des grottes. Et la meilleure façon de décrire ce qu'on peut ressentir, c'est que pour beaucoup de personnes, c'est un endroit où on serait vraiment très mal à l'aise, où on a l'impression qu'on se fait enfermer. Ouais. En fait, pour nous, quand on rentre là, c'est tellement serein. Il y a des gens qui peuvent dire, ouais, c'est un petit peu comme d'être dans le ventre de sa mère. J'irai peut-être pas là. Mais pour moi, c'est, voilà, il y a des parois. Je déroule un fil qu'on appelle le fil d'Ariane. Et j'avance tranquillement. Et on est absolument présent à 100% dans ce qu'on fait. On ne peut pas penser à autre chose. On est vraiment dans le moment présent. On est sensoriellement absolument présent. Et pour nous, c'est comme ouvrir un livre. Si on finit pas le livre, on n'aura pas la fin de l'histoire. Alors, quand on rentre dans une grotte, on va aller le plus loin possible. Puis le plus loin possible, ça dépend de chacun, de notre aisance, de la façon dont on progresse avec ce milieu-là. Et c'est de suivre le chemin de l'eau dans ces rivières souterraines et se demander d'où ça vient ou où ça va et de continuer le plus loin possible. C'est une forme de méditation un peu, finalement, aussi. Oui, je ne sais pas si c'est une méditation, mais on est... peut-être pour certaines personnes, ce serait l'équivalent, effectivement, d'une méditation. Mais c'est d'être vraiment dans un endroit où on suit tout simplement un chemin. Et en même temps, pendant ce chemin-là, on sait pertinemment qu'on ne peut pas changer notre façon de respirer. Il faut absolument qu'elle soit tout à fait calme pour ne pas hyperventiler, pour ne pas être en
enclin à la panique pour rester absolument concentré, contrôlé sur ce qu'on a à faire. Comme ça, si une mésaventure arrive, et ça arrive toujours, ou en tout cas souvent, on sait ce qu'on a à faire pour s'en sortir vivant. Après, effectivement, c'est un milieu qui est risqué d'explorer. Quasiment chaque année, je connais quelqu'un qui ne revient pas d'une de ces plongées-là. Parfois pour des raisons médicales, hein, comme une crise cardiaque. Bon, mais quand ça arrive sous terre, malheureusement, on est loin d'avoir de l'aide. Sinon, mais c'est une personne qui a simplement poussé un peu trop loin. Et ça, mais, comme explorateur, on sait très bien qu'un jour, ça pourrait être nous. Absolument. En même temps, c'est de voir... Moi, souvent, il y a une chose que je dis, c'est que je sais ce que c'est que la peur et j'aime mes peurs. Et mes peurs me permettent de rester en vie. Parce que je sais que si j'ai une peur et que je lui parle à cette peur-là et que je lui demande est-ce qu'elle est vraiment raisonnée ou c'est juste quelque chose qui est imaginaire, mais si elle est raisonnée, peut-être que ça va me dire t'es pas prête pour faire ce que tu veux faire. T'as pas fait tes devoirs au complet. Il y a quelque chose qui est pas là ou la nature est dans des conditions qui te permettront pas de le faire aujourd'hui. Peut-être que c'est mieux de remettre ça demain ou la semaine prochaine ou l'an prochain. C'est équivalent à... En ce moment, je suis vraiment dans des délires de regarder des documentaires justement sur des explorateurs et notamment des explorateurs, donc eux qui sont sur Terre et qui montent l'Everest, qui montent tous ces monts incroyables, etc. Puis je trouve que vous avez tous un peu cette même façon d'approcher l'exploration, c'est-à-dire on y va parce que c'est quelque chose en moi qui me parle, qui est plus fort que n'importe quoi et qu'il n'y a pas vraiment de raisonnement derrière, mais que c'est une envie qui est tellement plus forte et qui pousse nos pieds à faire ce qu'on fait. Et je trouve ça super beau que sous terre comme sur terre, il y a un peu ce même discours qui se propage, quoi. C'est trop beau. C'est effectivement... Tu sais, parfois les gens me disent ou me demandent « Ouais, mais c'est quoi l'élément déclencheur ?» Il n'y a pas eu un moment, une révélation. Il y a eu des moments, mais je pense que intrinsèquement, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous pousse à toujours aller plus loin, qui nous pousse à aller voir. Et si demain matin, on me disait c'est fini l'exploration, ce serait terrible. Ce serait vraiment terrible. Je trouverais une autre façon d'explorer si, je ne sais pas, mettons physiquement ou autrement, je ne pouvais plus. Mais je ne peux pas concevoir la vie sans aller voir ailleurs, aller voir dans des endroits où j'ai beau aller sur Google, je ne verrai pas d'image. Ouais. Google n'y est pas allé. Et j'ai envie d'y aller. J'ai envie de prendre des images, de pouvoir les partager, de pouvoir parler de ça. Et à travers toute cette rencontre avec la nature, et aussi la rencontre avec les gens. Quand on est allé explorer en Chine, il y a les villageois. Et là, on se retrouve dans des situations qui sont complètement loufoques. Imagine, tu es dans un petit village en Chine, où ils ont, pour la plupart d'entre eux, jamais vu un blanc en personne. Toi, tu arrives, tu as fait 10 000, 12 000 kilomètres, avec ton attirail que tu as l'air d'un astronaute, puis tu leur dis, je viens dans votre source d'eau pour le fun. Pardon? Ça marche pas. C'est pas logique. Pour eux, c'est non, tu viens chez nous, tu viens prendre quelque chose. Il y a quelque chose dans la source, on ne sait pas ce que c'est, mais tu viens le prendre. Il y a aucune raison logique de faire ça. Alors au début, ça peut mettre une drôle de situation, une drôle d'ambiance, un petit malaise même, jusqu'au moment où on arrive à se parler évidemment avec les interprètes, où on leur montre les images de ce qu'il y a dans leur source. Et là, ils nous posent des questions. Et ils nous demandent si on n'a pas vu la vache blanche. Non, elle n'a pas vu la vache blanche, mais elle est là. Fort probablement qu'elle est là. Oui. Parce que dans leur croyance, elle est là. Donc oui, elle est là. Et de se nourrir de ces relations-là avec des gens dont on ne parlera jamais la même langue, mais on partage quelque chose. On peut leur dire, voilà, c'est ça le chemin de l'eau en dessous de vos maisons. Si vous mettez votre eau polluée à cet endroit-là, non, c'est pas le bon endroit parce que vous êtes en amont de votre source. Donc, vous risquez de polluer encore plus votre source et de partager ces images-là. Et eux qui nous ouvrent la porte de leur petite maison pour qu'on change, pour pas qu'on change dans la rue. Enfin, c'est incroyable. C'est des partages humains qui sont tellement riches. Et à chaque exploration, moi, je me dis toujours, si demain matin, on me dit, c'est fini, t'es plus sur Terre, là, c'est la fin de ta vie, je serais triste. Je trouverais ça trop tôt. Par contre, je peux tellement pas regretter. Tout ce que j'ai pu vivre, c'est probablement pour moi, en tout cas dans ma définition, les choses les plus riches, les plus importantes à partager. Et ça n'a pas de prix.
Et puis, en t'entendant parler, on se dit que peut-être la mort ou le décès, ça serait juste un autre voyage pour toi à explorer finalement. Ouais, je sais pas, j'ai pas beaucoup d'infos sur mon côté. Tu seras la première à nous revenir avec ces informations. Je suis pas sûre que j'aurai des images, par exemple. Ce sera pas pour tout de suite, de toute façon. Non, je suis pas pressée. Hein. Je dis ça, mais je suis vraiment pas pressée. J'ai plein d'autres choses encore à faire. Absolument. D'ailleurs, tu parles d'eau potable aussi. C'est un de tes grands... l'eau potable, puis juste l'accès à l'eau en général et l'eau douce, etc. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte que le Canada, la région des Grands Lacs, c'est la région au monde qui a le plus d'eau douce au monde, c'est ça. Ouais. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie aussi à cause du travail de mon père, donc j'ai eu accès à plein de différents pays avec des façons de gérer l'eau de façon différente. Et quand je suis arrivée au Canada, enfin à Montréal en tout cas, une des choses qui m'a le plus choquée, c'était qu'on ne payait pas l'eau. Et je trouvais ça très étonnant. Ouais. Qu'en penses-tu? Ah mon Dieu. On a malheureusement, c'est vraiment un malheur et un jour je pense qu'on va avoir le retour du balancier. On n'a pas conscience de la valeur de l'eau. On paye pas l'eau et j'aimerais tellement qu'on paye l'eau à l'utilisation. Parce qu'en plus, un litre d'eau, en fait, pour moi, c'est pas 1 litre, c'est 2 litres. Parce que ce litre d'eau-là qu'on a au robinet, il faut le traiter pour pouvoir avoir de l'eau potable. Puis c'est tout. On s'entend, avec l'eau potable qu'on a au robinet, on fait absolument tout. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire avec de l'eau non potable. Et une fois qu'on l'a consommée, qu'on a mis nos eaux usées, il faut la retraiter avant de la retourner dans le fleuve Saint-Laurent. Fait que pour moi, 1 litre d'eau, c'est 2 litres d'eau. C'est 2 fois plus de traitement. Et ce qui me préoccupe énormément, puis quand j'ai fait ma traversée de Montréal, j'ai donc plongé de l'île Perrot jusqu'à Repentigny en 2018. Ça a été une traversée sur 70 km. Ça m'a pris 30 heures, 2 fois 15 heures en quasi continu. Et j'ai fait cette plongée-là parce que je voulais vraiment qu'on attire notre regard sur le fait que 80% de la population de Montréal, on boit l'eau du fleuve Saint-Laurent. Puis 50% de la population du Québec. Et toutes nos eaux usées, là, elles y retournent d'une façon ou d'une autre. Fait que le fleuve Saint-Laurent, oui, il y a de l'eau, mais il n'y en a pas tant que ça. Il n'est pas si profond que ça. D'ailleurs, j'ai eu plein de mésaventures à cause du manque de profondeur, des plantes aquatiques qui poussent, etc., qui m'ont énormément ralenti dans toute l'aventure. Mais on a cette espèce de vision un peu bucolique. Oh, on l'aime, notre fleuve Saint-Laurent, il est extraordinaire, etc. Ouais, mais on le pollue. On le pollue, entre autres, par nos choix. Alors, oui, c'est mieux que ce que c'était dans les années 70, début 80, parce que juste la station d'épuration à Montréal, là, Marcotte, ça date de 1984. C'est pas si vieux que ça, quoi. C'est fou, avant ça, il n'y en avait pas de traitement. Et à l'heure actuelle, on a besoin de plus en plus de traitements, notamment parce que dans tous nos eaux usées, dans nos urines, on rejette des contaminants d'intérêt émergent. Et ça, pour moi, c'est la pire des préoccupations. Parce que je me dis toujours, mettons, quand je fais des ramassages, on fait beaucoup de ramassages dans le fleuve Saint-Laurent pour plastique, des pneus, des choses comme ça. Mais ça, c'est une pollution que je vois. Donc, ce que je vois, je peux l'enlever. Et je me pose toujours la question, c'est quoi le plus important ou le plus préoccupant? Ce que je vois ou ce que je vois pas? Ce que je sais ou ce que je sais pas? Puis je pense aussi que dans mon exploration, c'est pour ça aussi que j'explore, quoi. Parce que ce que je sais pas, est-ce que c'est pas grave ou je devrais m'en méfier ou je devrais m'y intéresser, quoi? Parce que parfois, il y a des choses comme « Ah ouais, je savais pas, waouh, c'est extraordinaire! » Puis à côté de ça, il y a d'autres choses où je savais pas, mais... J'aurais peut-être mieux pas savoir. Ouais, ou alors il faut que je le dise à tout le monde, là. Oui, aussi, plutôt. Il y a un peu ça. Puis avec les contaminants d'intérêt émergent, donc c'est pesticides, herbicides, résidus de médicaments, antidépresseurs, contraceptifs, enfin tout ça, là. Ça vient poser des questions sur c'est quoi notre rôle dans cet équilibre-là? C'est pas blanc et c'est pas noir. Mais peut-être que si on partage la connaissance plus largement, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais au moins, ils savent. Et donc, j'imagine qu'on te pose souvent cette question, mais qu'est-ce qu'un citoyen lambda peut faire dans cette situation tout en sachant ça? Qu'est-ce qu'au quotidien, on peut faire pour améliorer cette situation actuelle? Déjà, je pense qu'il faut se poser la question. Tu sais, souvent, on dit, pour sauver la planète, les générations futures.
j'ai un discours un petit peu en décalage. Où je me dis, moi, sauver la planète, je m'excuse, mais je ne sais pas comment faire. Puis la planète, en plus, ça n'a pas besoin de moi. Des extinctions, là, il y en a eu plein. On sera peut-être la prochaine. Fait que la planète, elle va s'arranger, même si on est rendu à un point quand même très inquiétant. Génération future, je veux bien, mais ça me semble loin. Ça me semble pas précis, pas mesurable. Et si on veut changer quelque chose, c'est de se poser la question, est-ce que mes gestes aujourd'hui, ils ont tous un impact? Est-ce que l'impact est davantage négatif ou positif? Et pas pour dans 50 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Si on mange trop, on va grossir, on va pas se sentir bien dans sa peau, etc. Ça sera peut-être dans 1 an, dans 5 ans, mais on sait pertinemment quoi faire pour être en meilleure santé. Il y a des choses, effectivement, sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Mais il y a tellement de choses sur lesquelles on a le contrôle. Contrôle, pour moi, c'est de faire attention à comment je mange. Est-ce que je suis en mesure de manger le plus sainement possible? Alors, il y a plein de façons de manger sainement. Il y a des gens qui vont être végétariens, des gens qui vont avoir de la viande bio. Il y a plusieurs options. Mais comment moi, avec mes valeurs, d'où je viens, je suis en mesure d'améliorer mes consommations à large, que ce soit l'alimentation et le reste, pour que je sois le plus possible en harmonie avec mon environnement de vie, puis avec moi. Puis ça veut dire aussi parfois, mais comment je vis? C'est quoi mon rythme de vie? Est-ce que c'est un rythme de vie qui fait que tôt ou tard, je vais tomber en dépression parce que je brûle la chandelle par les 2 bouts? Puis je vais me retrouver à devoir prendre un paquet de médicaments qui vont être ma solution. Ça aussi, c'est une énorme question. Alors, c'est pas un discours qui est très sexy parce que ce que je dis aux gens, c'est vous voulez avoir le contrôle, mais vous avez aussi la responsabilité. Moi, l'impression que j'ai, c'est que si on accepte notre côté humain, qui souffre et qui a de la joie, qui veut le contrôle de ce qu'on fait de notre vie, il faut accepter aussi les responsabilités et se poser les vraies questions jusqu'à revenir à l'essence de ce qu'on veut dans la vie. Et si on fait vraiment cet exercice-là, je pense qu'on arrive à se positionner par rapport à nos choix dans la vie, puis se dire, OK, je suis à la bonne place, je fais attention à moi, je fais attention à ma tête, je fais attention à mon corps, je fais attention à l'environnement autour de moi, et c'est durable. J'aime bien cette réponse parce que c'est un peu... Ça nous détache d'un problème fixe, mettons la problématique de l'eau, et ça vient nous remettre vraiment au centre de ce problème. Et ça, en fait, c'est un effort sur plusieurs niveaux. C'est pas juste, tu sais, je vais prendre moins de douches dans la journée ou dans la semaine. Tu sais, c'est vraiment genre, non, en fait, c'est toi, en tant que personne, en tant qu'humain, genre, comment est-ce que tu peux t'améliorer toi? Parce qu'en fait, c'est comme un ruisseau que tu suis, finalement. Ouais. Sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Et que finalement, tu te retrouves à améliorer ton environnement, mais d'abord en prenant soin de toi, finalement. Ouais, parce que je pense que prendre soin de la planète, ça commence par soi. Parce qu'en même temps, moi, je suis pas en opposition avec la nature. Souvent, j'ai l'impression qu'on met les humains contre la nature. Puis il faut arrêter avec l'antagonisme. Là, on n'est pas en guerre. On est issus de la nature, hein, on vient de la même place au départ. C'est juste qu'on a une façon d'y vivre, de l'exploiter qui est en déséquilibre. Et à un moment donné, on est vraiment dans un déséquilibre et ça va nous revenir en pleine face. Parce que c'est nous qui allons en pâtir les premiers, hein, de toute façon. Bon, évidemment, les animaux autour, etc. Là, mais à un moment donné, c'est vraiment de se dire, OK, comment je fais pour être juste en meilleur équilibre? Puis en même temps, c'est de se rendre compte qu'on ne va pas perdre de qualité de vie. C'est pas parce que je laisse pas couler mon robinet pendant 10 minutes pendant que je me brosse les dents que je vais être plus malheureuse. C'est pas vrai. OK, je comprends que parfois on a envie de prendre une douche pendant 10 minutes. Ouais, demain t'en prendras pas et puis c'est tout. De toute façon, tu utiliseras moins l'impôt. Il n'y a pas une solution magique qu'on applique à tout le monde. Après, on n'est pas dans des façons de consommer tous de la même façon. Absolument. Ça, on est tous uniques à notre façon. C'est vraiment de se dire, voilà, qu'est-ce que chaque personne peut faire en étant conscient que c'est pas sans fond. Il y a une limite à tout. Il y a vraiment une limite à tout. Et là, c'est de se dire, si on veut garder notre environnement de vie le meilleur possible pour nous-mêmes, oui, il faut y faire attention.
Comme si je ne fais pas l'entretien de ma voiture, ben oui, elle va me lâcher ma voiture. Ouais. C'est la même chose. Et la planète, c'est la même chose. Si je ne fais pas attention à ce qu'il y a autour de moi, ben éventuellement, il y a des choses qui vont disparaître et là, qui vont vraiment nous manquer. C'est drôle, tu vois, il y a une femme, Rachel Carson, en 1960, qui a écrit un livre, Le printemps silencieux, 1960. Et à ce moment-là, elle tirait la sonnette d'alarme, justement, déjà sur tout ce qui était cette pollution, les contaminants émergents, etc. Ça date pas d'hier. Non. Et le titre, moi, je l'adore parce que le printemps silencieux, ça veut dire que les oiseaux, ils chantent plus. Et si un jour les oiseaux chantent plus, waouh, ouais. Là, on va se sentir tout seul quand même. Hein. C'est clair. Ce serait dommage. On est d'accord. Oh mon Dieu, c'est terrible. Oui, c'est vrai. Mais je trouve que ça donne vachement de fil à retordre en même temps, dans le sens où c'est... Je me pose souvent cette question et je me demande à quel point les gens sont prêts à donner d'eux-mêmes pour aider la planète, en gros. Justement, que c'est pas juste genre de mettre ton carton dans la poubelle ou c'est bien recyclé. Ou genre. Parce qu'après, on s'entend qu'il y a aussi tout un pan, puis ça, je rentrerai pas là-dedans parce qu'on pourrait en discuter pendant des heures, mais tout le plan politique aussi qu'il y a derrière, effectivement, parce qu'on on vit dans des sociétés, en tout cas au Canada, où il y a la politique qui s'engage dans l'écologisme, dans l'écologie, pardon, etc. Et c'est vrai que parfois, je parle d'un point de vue très personnel, mais j'ai parfois l'impression de me noyer dans toutes ces informations et de pas nécessairement avoir les bonnes personnes qui vont faire les meilleures choses pour mon futur et pour mon environnement. Donc, quelque part, c'est rassurant de se dire que nous, en tant que personne seule, on peut faire quelque chose. Après, c'est ça, faut y aller étape par étape, comme dans une grotte sous-marine, finalement. Exactement, c'est ça. C'est un pas à la fois, un coup de palme à la fois. Puis en même temps, oui, c'est sûr que c'est nécessaire qu'il y ait beaucoup de lobbyisme pour l'environnement, l'écologie au niveau politique. C'est extrêmement important de mettre ça au niveau des priorités. Moi, j'aimerais tellement que l'eau soit au niveau numéro 1 des priorités. Ouais. Ça va nous coûter, mais une beurrée dans quelques années, hein. On n'a même pas idée où on s'en va, là, mais on va le frapper le mur là, si on ne fait pas attention. Fait que tout ça est important. En même temps, ce qui est important, c'est que chaque personne puisse prendre le temps de se poser la question de ce qu'elle va s'offrir à elle-même. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est à nous-mêmes qu'on se l'offre. Et ça, la journée où on va le comprendre, puis qu'on va arrêter notre dialogue ou notre discours, finalement, on se sent super mal à chaque fois qu'on fait un truc. Oh là, t'as pris ta voiture, tu te sens mal, puis qu'on en a marre de se sentir mal. Ouais. L'humain, il a pas envie de se sentir comme ça. Si on arrive à mieux comprendre, à mieux faire des compromis, puis à se rendre compte que c'est pour nous-mêmes qu'on va le faire, ben là, on va pouvoir discuter tous ensemble plus facilement, là. Et après, effectivement, je suis pas complètement utopiste, là. Il y a plein de politiques, il y a plein de préoccupations qui, malheureusement, passent au-dessus de l'environnement. Mais au départ, si on avait une éducation de base axée sur c'est quoi d'être un humain, c'est quoi notre relation avec la nature, c'est quoi la durabilité des choses, on reviendrait à certaines valeurs qui rendraient les gens probablement plus heureux, plus équilibrés et mieux avec eux-mêmes. Ouais. Plutôt que d'essayer de chercher un peu des palliatifs dans toutes sortes de choses pour se sentir bien. Mais ça, avant que l'éducation soit là-dessus... On touche du bois. J'espère que c'est du vrai bois. Justement, tu nous apprends énormément de choses en parlant de tout ça. Et je sais donc que tu es conférencière, que tu fais des conférences pour des corporations, mais tu fais aussi des conférences grand public. Ouais. J'étais intéressée de savoir comment est-ce que tu manies ton discours pour fitter avec ton public. Parce que j'imagine que de parler à des corporations, c'est vraiment pas la même chose que... Non. À la fin de la journée, tu parles à des humains pareil, mais j'imagine que tu dois quand même transformer ton message d'une façon ou d'une autre pour qu'il s'applique le mieux à qui tu parles. Donc, ouais, exactement. Puis bon, moi, je suis un petit peu maniaque. Fait que même si j'ai une conférence, je vais toujours la retravailler en me disant, OK, c'est qui mon public? Parce que même un grand public, est-ce que c'est des enfants? Est-ce que c'est des personnes âgées? Est-ce que c'est une bibliothèque? C'est autre chose?
je dirais que lorsque je parle au grand public, je les amène vivre l'aventure avec moi. Et je veux les émerveiller, leur faire connaître quelque chose auquel ils n'ont pas accès parce que moi, je me considère absolument privilégiée de faire ce que je fais. Oui, ça a un coût, ça a un dévouement, mais je suis quand même extrêmement privilégiée de voir tout ça et j'ai envie de leur partager. Quand c'est une conférence pour une corporation, que ce soit gouvernementale, entreprise privée, syndicat, etc., là où je les amène quand même à l'aventure, en exploration. Mais ce dont je vais leur parler, c'est toute l'adversité que j'ai rencontrée pendant mon chemin, qui est, au final, va chercher les mêmes choses que eux, ce qu'ils ont à vivre au quotidien. Absolument. Donc, ça peut être l'équité. Ça peut être travailler avec des gens de culture et d'âge différents. Ça peut être comment écouter le plus faible. Ça peut être se questionner si on est au niveau de nos rêves. Est-ce qu'on mérite nos rêves? Est-ce qu'on a fait ce qu'il faut pour nos rêves? Par rapport à notre leadership. Et à ce moment-là, oui, je les amène dans un environnement d'aventure hallucinante, que ce soit en Arctique, que ce soit dans les grottes, que ce soit sur des épaves, ou même en présence de requins ou autres, où là, on est dans un autre univers, on sort du bureau, mais à travers tout ça, effectivement, on est des humains avec un objectif à atteindre, comme dans une entreprise. Et cet objectif-là, peut-être qu'on ne l'atteindra pas tel qu'on le pensait, parce qu'on va avoir plein de choses sur notre chemin, mais comment on fait pour ne jamais garder le focus, de jamais oublier pourquoi on veut atteindre l'objectif, et même si le chemin va être extrêmement détourné, on va quand même arriver à ce point-là, en s'épaulant non pas juste sur nous, mais sur tous les autres autour. Et comprendre aussi que, même si je suis chef d'expédition, là, je ne peux pas faire mes expéditions sans les autres. Parfois, c'est une équipe de 3 personnes, parfois, c'est 25 personnes. Et tout ça aussi est possible parce qu'il y en a plein avant moi qui ont fait des choses similaires ou qui ont ouvert soit de la technologie ou des paysages ou des endroits qui n'étaient pas accessibles avant. Absolument. C'est ce que Mylène Paquette, je ne sais pas si tu la connais, elle était dans la première saison de notre podcast et j'étais allée assister à une de ses conférences elle s'adressait à des employés de Desjardins, je pense. Donc j'avais trouvé ça hyper intéressant comme façon de faire finalement. Puis elle avait retracé son séjour, son aventure en fait. Et c'était vraiment ça. C'était appliquer des expériences qu'elle avait vécues sur la mer, des expériences où elle était seule avec son équipe qui était sur Terre au Canada, alors qu'elle était coincée au milieu de l'Atlantique sous des vagues, qu'elle était tombée genre 15 fois. Et puis donc elle ramenait son expérience à une expérience plus personnelle en tant qu'humain quand on vit des situations difficiles et comment on fait pour s'en sortir. Et je trouve ça beau que des gens comme toi et elle puissent exister et puissent parler de ces choses-là. Ça remet tout en contexte, ça remet tout en perspective et je trouve ça hyper libérateur comme discours, en fait. Ça fait du bien à l'âme. Donc, Donc, merci. Bienvenue. À la fin de la journée, on a tous des très mauvaises journées au bureau. Ah, c'est sûr. Même si notre bureau est dans un paysage absolument fantastique et extraordinaire. Il y a des journées où je dis, écoute, un petit 9 à 5 facile. Bon, quelques secondes après, on se fait comme, mais non, tu sais très bien que non. Mais c'est ça, la vie. Enfin, quand on veut la vivre pleinement, puis même si on ne veut pas la vivre pleinement, parfois on la subit pleinement. Reste qu'on est des humains avec des besoins qui sont similaires. Et à la fin de la journée, il faut répondre à ces besoins-là, quels qu'ils soient, et trouver la meilleure façon d'y répondre. Absolument. Ouais. J'adore ça. Le 13 octobre 2021, je pense, tu as sorti le documentaire La goutte de trop sur Télé-Québec, dans laquelle tu mets en lumière la problématique de l'eau potable, justement, et tu parles du Saint-Laurent aussi. Il me semble, oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet? Je pense que tu en as un peu parlé tout à l'heure. Oui, exact. En fait, c'est suite... quand j'ai fait l'Odyssée urbaine aquatique, donc la traversée du fleuve Saint-Laurent à Montréal, je suis allée chercher Jérémy Battaglia, avec qui j'avais travaillé sur un de ses films. Puis j'ai dit, écoute, Jérémy, même si je fais mes films, moi, je me filmer moi-même. Là, je trouve que j'en ai un petit peu beaucoup dans mon assiette. Il faut que je monte l'expédition et tout ça. Veux-tu me filmer, suivre l'aventure? Et pourquoi je fais cette aventure-là? Quelle est ma quête ultime de mettre l'eau
au-dessus des préoccupations. Et donc, Jérémy m'a suivi et le film a été fait dans lequel on parle moins de l'expédition comme telle, parce que l'expédition, ça a été couvert dans un livre qui a été publié en 2019 chez Multimonde, Sous le fleuve, l'Odyssée à la rescousse du fleuve Saint-Laurent. Puis dans mes conférences, j'en parle beaucoup. Et le film, on avait vraiment envie de se préoccuper davantage de notre relation à l'eau potable et se poser la question de savoir, mais on en est où au juste? Parce qu'on peut avoir des impressions, des intuitions, mais à un moment donné, il faut y aller avec des faits. Mmh. Et c'est ce qu'on est allé faire, donc d'aller se renseigner auprès de plein de scientifiques, dont des scientifiques avec qui j'avais collaboré, notamment Sébastien Sauvé de l'Université de Montréal, du département de chimie, avec qui on a fait toute la campagne de prélèvement d'eau et de sédiments pour connaître les contaminants émergents. Et d'autres personnes à Québec, à Sainte-Rose, et de se dire, ben voilà, on en est où avec l'eau? Est-ce qu'on devrait s'inquiéter? Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et dans le film, c'était aussi de montrer, ben voilà, des petits gestes simples. Donc, c'est pour ça qu'il y a 4 personnes qui font partie d'un programme, en fait, où ils essaient de réduire leur consommation d'eau, parce qu'en fait, on est dans les pires consommateurs au monde. Au Québec ou à Montréal particulièrement? Au Québec. On est 2e, je pense. Ah oui. Dans le monde. C'est pas Jojo. OK. Fait que ce documentaire-là, il est disponible gratuitement, il me semble, sur Télé-Québec, c'est ça? Il a été projeté sur Télé-Québec. Je pense qu'il est encore sur leur site. OK. Puis il y a des tournées aussi qui se font dans des écoles et tout ça. Donc, le film continue à faire son chemin. Et parallèlement, moi aussi, je fais le chemin toujours sur les conférences, sur le fleuve Saint-Laurent, sur notre relation à l'eau potable. Et de se poser la question où on en est, puis en même temps de montrer à quel point il est beau, ce fleuve-là aussi. Ben oui, mais surtout, là. Oui, ben surtout. Puis de toute façon, vous le savez au Bota Bota. Et souvent, moi, je dis aux gens, vous savez, quand ça va pas bien, vous avez une mauvaise journée, vous pouvez aller voir votre psy et tout ça, mais vous pouvez aller parler au fleuve. De toute façon, le fleuve, c'est quand même si vous répondez pas. Non, je taquine. J'aime beaucoup les psychologues, je taquine. Mais parfois, je dis ça à mes amis, ça va pas, mais va crier au fleuve. Tu sais, comme ce qu'on fait à Paris, là où il y a le métro aérien, là, on va en dessous, puis on hurle. Si tu fais pareil avec le fleuve, tu vas voir, ça fait du bien. Et juste de regarder un lever de soleil ou un coucher de soleil, et c'est pas loin de la ville. Non. Et c'est un environnement qui est complètement différent. Et on peut y accéder directement en métro. Ça va coûter quoi, 3$ et quelque chose le billet de métro pour aller voir le fleuve. Ouais. Puis oui, on la regarde, la nature. Et il est riche, ce fleuve-là. Il nous fait rêver. Enfin, moi, il me fait rêver. Oui, absolument. J'adore faire du vélo tout au bord vraiment le suivre de haut en bas. Ouais. C'est le truc que je fais quand j'ai rien à faire le week-end, l'été, bien sûr. Et c'est vrai que c'est hyper apaisant. Faire un petit pique-nique à côté, c'est hyper agréable. On a juste à se mettre sur l'herbe, puis... Il y a une partie du fleuve où on y a moins accès, mais toute la partie ouest du port, il y a des kilomètres et des kilomètres, et c'est incroyable. Puis on peut se baigner dans le fleuve. Oui, absolument, c'est clair. Moi, j'adore me baigner dans le fleuve. Ouais. Alors, j'y plonge plus que je m'y baigne, bien sûr, mais il y a juste... Si vraiment il y a une pluie intense sur tout le territoire, le lendemain, je n'irai pas me baigner. C'est le seul moment, parce qu'on sait qu'il y a encore des surverses. À un moment donné, il n'y en aura plus. Mais le reste du temps, moi, j'adore ça. Absolument. Tranquille. Alors oui, bon, il y a des particules en suspension, mais ce n'est pas parce qu'il y a de la turbidité dans l'eau qu'elle est nécessairement polluée. Ça aussi, c'est une fausse perception qu'on a. Mais justement, je voulais demander quelles sont un peu les fausses perceptions qu'on a du Saint-Laurent. Justement, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, notamment par rapport à la baignade. Où, moi, je suis déjà allée me baigner dans le Saint-Laurent à plusieurs reprises. Puis souvent, on me disait « Ah, mais ça va être très propre, pourquoi ?» Est-ce qu'il y a des coins qui sont moins propres? Comment ça marche? En fait, c'est ça. Souvent, on a l'impression, le fleuve, qu'il n'est pas propre à Montréal. Ouais, c'est dégueulasse et tout. En fait, non. Sérieusement, moi, le seul temps, comme je disais, où je ne vais pas me baigner, où je vais faire attention, en tout cas, c'est s'il y a une pluie sur tout l'ensemble du territoire. Parce qu'en dépit des installations, s'il y a trop d'eau, parce qu'en fait, nos systèmes d'eau usée vont se mêler avec les eaux de pluie, et tout ça va dans les mêmes conduits. D'accord. Malheureusement. Donc, à un moment donné, la capacité est dépassée et il y a ce qu'on appelle des surverses. Okay. Alors, ça se peut que dans les surverses, il reste encore un peu d'eau usée qui va directement dans le fleuve. Puis, il y a un site d'ailleurs qui s'appelle Qualo, Qualo, qui chaque semaine va nous donner
Je pense que c'est une trentaine de sites différents, je ne suis pas sûre sur le chiffre, mais la qualité de l'eau en termes de colis. D'accord. Donc, ça va nous dire c'est vert, c'est rouge, c'est orange, etc. Et puis, même proche de chez vous, vous avez un système. C'est ce qu'on aussi. utilise pour le Bota Bota Ouais, aussi. mais vous, il est encore mieux votre système parce qu'il vous le dit en direct. Oui, absolument. On le regarde tous les jours d'ailleurs. C'est ça, puis vous l'avez direct en arrière de. J'ai eu la chance d'aller le voir. Il y a, je pense que c'était en 2018 ou 2019 avec. C'était avec qui? Avec. En tout cas, j'ai un blanc sur le nom de l'organisme. Et ça, c'est extraordinaire. Ouais. Et si on pouvait en installer à plusieurs endroits, on aurait vraiment un suivi en direct. Absolument. Et le fleuve Saint-Laurent, on peut se baigner dedans. Absolument. Je n'irai pas boire l'eau directement, là, dans l'est de la ville non plus. Il y a un endroit où je me baignerai pas. J'ai eu à le traverser pendant la traversée, c'est ce qu'on appelle le Panache. OK. Alors, le Panache, c'est au niveau de l'île aux Vaux, qui est dans l'est de Montréal, et c'est là où les eaux usées de Montréal après traitement sortent. Mais même si c'est après traitement, c'est pas jojo. Il reste encore beaucoup de pollution qui n'est pas traitée, parce que c'est la limite des capacités qu'on a à l'heure actuelle. Éventuellement, il va y avoir de l'ozonisation, donc les contaminants d'intérêt émergent ne seront plus ou pas ou en partie rejeté, mais là le Panache, et on le voit visuellement, quoi. C'est vraiment une traînée brune et qu'on peut analyser par les scientifiques jusque le départ du lac Saint-Pierre. D'accord. Ça va loin. Donc on évite cette zone. Mais moi, ce que j'adore, il y a une île pas très loin, puis les jeunes, ils sont là aussi doux et tout. Puis là, je suis comme, vous sentez pas l'odeur? Tu vas être là. Et c'est drôle parce que je pense que les gens ne la sentent pas, l'odeur. Et moi, à chaque fois, je suis ébahie, quoi. Quand je le traverse, je suis comme, ah non, c'est vrai, on traverse là. mais les jeunes, non, c'est comme, bon, je sais pas, ils ne sentent pas. Mais c'est rassurant de savoir qu'on peut au moins se baigner. Puis effectivement, Bota Bota, on a l'entrée de ce qu'on considère du bain froid dans le Saint-Laurent. Et il y est accessible quasiment toute l'année, même en plein hiver. J'ai d'ailleurs rigolé parce que je me demandais c'était quand que le Saint-Laurent était le plus froid. Et ce qu'on m'a dit, c'était que c'était à la fonte des neiges, la fonte de la glace en fait au printemps. Donc à ce moment-là, si vous voulez vraiment avoir les full bénéfices du Saint-Laurent, c'est à ce moment-là qu'il faut y aller, c'est au printemps quand toute la glace est en train de fondre. C'est ça. Oui, parce qu'on a quand même une différence de température. Avec la glace, le fleuve proche de la glace est comme à 1-2 degrés. Puis l'été, il monte quasiment à 24. Oui, absolument. C'est fou. Donc, c'est même plus considéré comme un bain froid l'été, finalement, quand on va dans le Saint-Laurent. C'est la piscine. C'est la piscine, c'est ça. Honnêtement, je préfère me baigner dans le fleuve Saint-Laurent que dans une piscine municipale. Ah. Ouais. Ça, c'est bon à savoir. Ouais. Tu vas nous donner tous tes secrets, puis on va tous aller se baigner l'été prochain. Ça va devenir la piscine municipale. C'est ça. Ben oui. Oui, puis il y a plein d'arrondissements qui essaient d'ouvrir à la baignade, ce qui est extraordinaire. Absolument. Même dans l'Est, ils travaillent là-dessus. Et j'espère qu'on va pouvoir, parce que dans les années 60, les gens se baignaient dans le fleuve. Ouais. Donc pourquoi pas, quoi. Non, c'est clair. Ouais. Allez, c'est parti. On va parler de quelque chose que tu fais on the side aussi. Donc là, on sort de l'eau et on revient sur Terre. Tu es aussi coach hypnologue. Quel est le lien et comment est-ce qu'on en est arrivé là? Ouais, c'est drôle. En fait, une fois de plus, c'est la curiosité. Alors, je suis pas coach de vie. Et comme hypnologue, je fais pas ça du tout à temps plein non plus. Je suis très humble par rapport à ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai fait mes expéditions, notamment lorsque j'ai fait la traversée du fleuve, il fallait que je me repose parce que je savais que ça allait prendre à peu près 30 heures ou plus. Je me disais, il faut que j'arrive à dormir sous l'eau. Et je me suis souvenue de Bertrand Piccard. Bertrand Piccard, c'est ce fameux psychiatre / hypnologue / explorateur qui a fait le tour du monde en ballon, qui a fait le tour du monde avec l'avion solaire et qui, entre autres, a mis au point une technique pour pouvoir dormir, ce qui est en fait plus d'être dans un état de conscience modifié de repos pendant 20 minutes pour reprendre son énergie au complet. Et j'ai toujours été intriguée par ce qui est sophrologie, hypnose, blablabla. Et donc, j'ai dit, je vais aller prendre une formation. Et j'ai pris une formation, j'ai adoré. J'ai ensuite travaillé avec l'hypnologue
Emmanuel Sabouret. Et par la suite, j'ai vraiment pris une formation plus longue pour avoir, je dirais, ma carte, ou en tout cas ma certification d'hypnologue. Puis j'ai fait mes formations en programmation neurolinguistique. En même temps, je mets un grand bémol. Je pense qu'il faut être très humble et très honnête par rapport à tout ça, dans le sens où c'est pas parce qu'on a pris une formation qu'on est bon. C'est pas parce qu'on a 500, 750, 1000 heures de formation qu'on peut tout gérer, s'occuper de tous les cas. Moi, je vais davantage, j'irai accompagner les gens qui veulent atteindre un objectif. Okay. Parce que je pense que c'est là où je performe. Quelqu'un qui veut s'éloigner de quelque chose, s'éloigner d'une habitude, etc., je ne pense pas avoir l'expertise. Et je pense qu'il faut faire très attention quand on décide justement d'aller voir quelqu'un pour se faire accompagner dans une démarche, de s'assurer du sérieux, de la rigueur de la personne. Il y a énormément de gens qui sont coachs de vie. Il y en a des très bons, comme il y en a des très mauvais. Et là-dessus, je suis très critique parce que je pense qu'il y a une grosse commercialisation de cette tendance-là. C'est très bien et c'est très formateur de suivre des cours pour soi. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font aussi au départ pour eux-mêmes. Après, quand on décide d'accompagner des gens, je pense on se doit de faire très, très attention à la façon dont on le fait. Et lorsque c'est des cas qui sont trop importants pour nous, de les référer soit en psychologie, soit à la médecine classique ou à des hypnologues ou des gens qui sont beaucoup mieux outillés. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement puissant, mais qui, mal utilisé, va mener nulle part et va même nuire à la réputation de l'hypnose. Ouais. Et ça peut être dommage. Ça peut être dommage. Mais je pense dans toutes ces... Je ne sais pas si on peut considérer ça comme une médecine alternative, mais en tout cas, c'est des soins alternatifs d'une façon ou d'une autre. Puis je pense que c'est important d'avoir ce discours-là, justement, parce qu'il n'y a pas de réponse concrète. C'est un peu par rapport à... Tu sais, mettons, avec des médicaments, le corps va réagir d'une façon... On peut quand même le prédire relativement bien. Mais là, justement, avec ce genre de soins, en tout cas de traitement, c'est clair que c'est complètement différent. Donc, il faut être... Puis souvent, on dit qu'on ne traite pas la personne. Parce qu'on n'est pas habilité à traiter quelqu'un, c'est pas de la psychologie, c'est pas de la médecine, on va accompagner la personne. C'est ça. Donc la personne va venir nous voir parce que il y a quelque chose qui l'empêche d'atteindre un objectif ou elle veut changer certains comportements puis elle n'y arrive pas. Puis quand on va voir un hypnologue, ben c'est pas fais ta magie puis dans une heure c'est réglé là, merci, j'ai arrêté de fumer en 1 heure. Yeah! Est-ce qu'il y a vraiment le petit pendulé? Non, et tellement pas. Non, puis il y a pas de divan, il y a rien de tout ça, c'est on est fou, debout dans un placard. Non, pas le placard, mais ça peut se faire dans un parc quoi, tant et aussi longtemps qu'on est dans un environnement dans lequel on se sent en sécurité. D'accord. Parce que c'est vraiment ça en fait, l'hypnose, c'est un petit peu pour moi la meilleure comparaison, c'est un peu comme si t'as une amie qui vient te voir, qui a un problème. Et puis là, elle est super affectée, elle est dans ses émotions et tout, elle est dans son passé qu'elle porte et elle voit pas la solution, elle n'en voit pas. Toi, t'es à côté, t'es calme, ça va super bien dans ta vie et tout. Puis là, tu te dis, ah, mais est-ce que t'as pas pensé à ça? Est-ce que si, est-ce que ça, etc. Et vu qu'émotivement, on n'est pas impliqué, bah, tout de suite, on est capable de voir les choses différemment. Alors, au lieu que ce soit 2 personnes, quand on est hypnologue, on amène la personne à devenir ces 2 personnes-là. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle un état de conscience modifié. Alors après, il y a toutes sortes de techniques, mais c'est de se dire, ben voilà, toi, tu penses juste avec ta tête, tes émotions, t'es pris dans ton truc, tu vas jamais t'en sortir tout seul, parce qu'il y a de la rumination, parce qu'il peut y avoir toutes sortes de choses. Là, ce qu'on fait, c'est que on se donne, en général, c'est quoi, 45 minutes, 1 heure, une séance pendant laquelle tu vas te reconnecter avec une partie de toi qui a déjà ces réponses-là, qui a déjà ces solutions-là. Et en fait, l'hypnologue, il est un peu comme un guide, comme un accompagnant pour aider la personne à se reconnecter ou à se connecter ou à découvrir cette partie qu'elle a chez elle qui sait comment mieux faire les choses. Fait que c'est tout sauf de la magie.
ça demande un engagement de la personne aussi qui veut une séance d'hypnotisme. C'est quelqu'un qui dit, de toute façon, moi, ça marche pas, ça marchera jamais. Ben non, c'est sûr, ça marchera pas. Si tu veux pas, ça marchera pas, c'est sûr. Je vais même pas essayer. Là, c'est pas un jeu de toute façon. C'est juste de se permettre de vivre ou de voir une situation ou quelque chose différemment. Puis il doit tellement y avoir des idées préconçues sur l'hypnose, justement. Ah ouais, c'est drôle. Justement, le petit pendule, c'est sûr qu'il n'y en avait pas, mais c'est ça doit tellement... Je pense que les gens doivent être quasiment surpris quand ils en font pour la première fois avec quelqu'un qui sait en faire, parce que ça doit tellement sortir de ce qu'on pense. Oui, puis c'est sûr qu'il y a l'hypnose de spectacle. Alors les gens, tu vas me faire la poule et tout. Non, on fera pas la poule, on fera pas l'œuf. Non, il n'y a rien de tout ça. Puis parfois, c'est comme, est-ce que c'est ça que je dois faire? Tu fais ce que tu as à faire. Parce qu'en fait, il n'y a pas de règle. À travers toute la session, la séance. Parce qu'en fait, la façon dont tu le décris, j'imagine un peu comme une déconnexion pour se reconnecter, mais à quelqu'un, enfin à nous, mais d'une façon différente. C'est drôle. Mais du coup, on est conscient à travers tout le processus. Ouais. Tu sais, c'est un peu comme... C'était déjà arrivé de regarder dehors par la fenêtre. Puis à un moment donné, oh, mon Dieu, ça fait déjà 5 minutes, quoi. J'ai l'impression que ça fait 10 secondes. Ça peut être ça. Ouais. Ça, c'est un état de conscience modifié. D'accord. Oui, on est ailleurs, on est présent, mais on est ailleurs. C'est ça, on est présent, mais on est ailleurs. Alors au début, c'est comme, c'est un peu bizarre. On est là, on n'est pas là, faudrait savoir. On est là, mais il y a une partie de nous qui n'est pas là. Ouais. Puis il y a une partie de nous qu'on n'écoute jamais, à laquelle on fait jamais attention, qui tout d'un coup fait comme, hey, j'ai un truc à te dire. Ouais. Et c'est ça qui se passe. Alors on peut jamais prévoir d'avance ce qui va se passer quand on accompagne quelqu'un, parce que ça appartient à la personne. Ça me fascine tellement. J'adore ce genre de sujet. Je pense que je pourrais en parler pendant 1000 ans encore, mais c'est juste par curiosité. Tu parlais du fait que tu avais utilisé cette technique pour dormir sous l'eau. Moi, c'est un rêve que j'ai de façon récurrente, où je respire sous l'eau. J'ai des poumons qui sont vraiment en très très mauvais état et je pense que c'est un rêve que j'ai intrinsèque de petite fille de pouvoir respirer sous l'eau. Sans bouteille, sans rien? Ouais, voilà, parce que je pourrais jamais faire de la plongée sous-marine comme toi et donc ça me fascine et ça me passionne et donc parfois je fais ce rêve où je respire sous l'eau. Dormir sous l'eau, c'est pas la même chose, mais comment ça marche de dormir sous l'eau du coup avec l'hypnose? C'est quoi le... la technique... Est-ce que tu flottes, tu restes dans l'eau, tu flottes et t'attends que... En fait, ce que j'ai fait... Non, je flotte pas, j'ai les 2 pieds sur terre parce que, comme pour n'importe quelle séance d'hypnose ou d'auto-hypnose, on va être dans un environnement où il n'y aura pas de surprise. Ok. Donc, si je flottais, je pourrais me heurter contre quelque chose, ça ne fonctionnerait pas. Donc, il faut avoir un environnement contrôlé. Souvent, on va dire aux gens que le téléphone soit éteint. S'il y a des gens dans la maison, ne me dérangez pas, fermez la porte. Pour qu'on soit vraiment dans un environnement dans lequel on se sent vraiment en sécurité, où tout va bien. Et ce que j'ai fait, en fait, pendant la plongée, c'est que j'avais un plongeur qui me regardait. Puis, je lui ai dit, on va mêler quelque chose d'hypnose en plus de quelque chose que les apnéistes font. C'est que régulièrement, tu vas venir me pincer le doigt et moi, mon doigt, il va te répondre. C'est pas moi qui te réponds, c'est mon doigt, c'est même le doigt qui te répond. C'est quelque chose qui ne m'appartenait pas. Et donc, j'ai tout un discours intérieur qui me met en condition pour pouvoir rentrer dans cet état-là. Et puis, à un moment donné, pouf, j'entends quand même ce qui se passe autour, mais je suis complètement lâché prise à dormir. C'est pas un vrai sommeil, comme si j'étais sur mon oreiller, là, mais je suis en train de me reposer, il n'y a plus du tout de tension, il n'y a plus rien. D'accord. Et c'est un lâcher-prise complet. Et c'est des choses... Moi, c'est drôle parce que faire une sieste, c'est un truc, c'était même pas la peine. C'était même pas la peine. Et quand j'ai commencé ce projet-là, je me suis dit, là j'ai pas le choix. Là, il va falloir que tu te parles et puis que tu arrêtes d'abord de te dire que non, je suis pas capable. Oui, tu es capable. Puis peut-être que ça va prendre une demi-heure avant que tu arrives à t'endormir 2 minutes, mais c'est pas grave. Plus tu pratiques, plus ça va aller. Comme n'importe quoi, dans le fond. Là. Plus Practice makes perfect. Voilà. C'est exactement ça. Et c'est comme ça que, j'ai réussi à dormir sous l'eau. Puis je me sers de l'hypnose, de l'auto-hypnose aussi bien pour la plongée, parfois pour essayer de visualiser certaines choses. Puis toute ma plongée, je l'ai visualisée. Je l'ai vécue avant de la faire. Ouais. Alors, elle ne s'est pas passée, évidemment, de la même façon que je l'avais visualisée. Sauf que toutes mes ancrages, mes paramètres, mes barrières, mes protections, tout était placé. Ouais. Donc, quand il m'est arrivé différentes choses pendant la plongée,
c'est comme si ce n'était pas complètement inconnu. Ouais. C'est Lisanne Richard, qui était une de nos ambassadrices il y a quelques années, qui est plongeuse de haute voltige. Ouais. Je l'avais suivie, on avait fait une vidéo ensemble où elle expliquait un peu sa préparation justement avant qu'elle fasse ces plongeons-là. Puis elle plonge de super haut, genre des falaises immenses. Et elle me montrait vraiment, effectivement, qu'elle faisait tout un principe de visualisation où elle faisait même jusqu'à aller faire les gestes qu'elle allait faire dans les airs. Mais elle avait les 2 pieds sur terre, mais je la voyais genre faire ces trucs avec ses bras comme ça. Et j'ai trouvé ça fascinant. Et finalement, on se sent beaucoup plus en contrôle, en fait, quand on fait ça. Et même si, comme tu dis, ça va peut-être absolument pas se passer comme ça, mais au moins, on a quelque chose dans notre cerveau qui nous dit... le chemin par lequel passer, quoi. Et en même temps, c'est de pratiquer la mémoire musculaire. C'est souvent, si on décompose, je reviens encore à conduire une voiture ou un vélo, mais quand on pense, admettons, on est sur la route, il faut qu'on dépasse une voiture, puis se rabattre, puis une voiture manuelle. Si on décompose tous les gestes qu'on doit faire, entre les yeux, la main droite, la main gauche, le pied droit, mais c'est fou tout ce qu'on fait. Si on mettait ça sur une feuille, on dirait « Ah non, je ne suis pas capable, il y a trop de choses à faire ». Ben, on le fait naturellement, on n'y pense même pas. On est capable de manger une pomme puis parler au téléphone en même temps. C'est fou. Mais si on regarde tous les trucs, on se dit, oh, il y a trop de choses à faire. Puis la première fois qu'on conduit une voiture manuelle, mon Dieu, ça cale, ça marche pas. Oui, et là, en fait, ça devient une mémoire musculaire. Et ce qu'on fait, même en plongée, la pièce d'équipement, moi, je m'habille toujours tout seul, même si j'ai des assistants qui sont là, ou qui, souvent, on se dit, entre plongeurs, on fait le body check. Voilà, on se vérifie, on s'aide à s'équiper. Moi, je m'équipe toujours tout seul. Parce que je veux m'assurer que ma sangle soit placée exactement à la bonne place. Parce que si quelque chose sous l'eau m'apparaît différent, je vais savoir ce que c'est. Ouais. Et on devient très, très conscient de tous ces micro-détails qui sont extrêmement importants. Et on sait si quelque chose est correct ou pas correct. Absolument. Puis on a nos réflexes. Mettons, s'il faut mettre de l'air dans la veste pour remonter ou quoi que ce soit, c'est exactement à la même place tout le temps. Et souvent, on se rend compte quand on change complètement d'équipement, ah non, c'est pas là, c'est plus bas. Là, on est comme 1 centimètre à côté, puis on dit, ça marche pas. Là. Ouais. Fait qu'il faut réapprendre. Mais c'est fou, le corps tout seul, là, sans la conscientisation, là, est capable de faire tellement de choses. De tout savoir. De toute façon, il y a une grosse portion de notre cerveau qu'on ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait. Enfin, on est... on ne sait pas ce qu'il fait, mais... Nous-mêmes, on est une aventure à explorer à l'intérieur de nous-mêmes. Ah, c'est clair. Pour conclure cette merveilleuse conversation... comme tu le sais, le Bota Bota, c'est un lieu de bien-être. C'est un lieu de détente, de relaxation. J'aime bien poser cette question à la fin des entrevues parce que ça... Je sais pas, ça permet de bien conclure l'histoire. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire le bien-être ? Comment est-ce que le bien-être s'illustre chez toi ? Le bien-être, c'est un équilibre. C'est d'être sur les 2 plateaux de la balance. Alors, ça peut sembler fragile parfois, mais c'est là. Et c'est de se dire au moment présent, c'est bien. Ça n'a pas besoin d'être extraordinaire. C'est juste bien. C'est quelque chose auquel on peut se rattacher même parfois. Le bien-être, c'est qu'on sait que même si là, tout de suite, c'est plus dur, mais on sait que c'est bien. Cette espèce d'équilibre, il est là. Même si ça bouge un peu. Ouais, mais il va pas tomber, il va pas... Non, il va toujours se rétablir. Je pense que c'est ça pour moi le bien-être, c'est de savoir que l'équilibre de la balance, il arrive toujours à revenir à peu près égal dans les 2 plateaux. C'est rassurant aussi de se dire ça. Ouais. J'adore. Merci beaucoup Nathalie, c'était un plaisir de t'avoir sur notre plateau aujourd'hui. Mais merci beaucoup. Et puis à la prochaine. À la prochaine.